Chers collègues, l'ordre du jour de cette première réunion de notre comité permanent pour l'année 2022 est particulièrement chargé. Je vous propose dès lors d'accueillir M. Elio Di Rupo, ministre président du gouvernement de Wallonie, membre du comité européen des régions, qui a accepté de nous faire l'honneur d'introduire cette réunion. Monsieur le ministre-président, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Dites-moi d'abord si vous m'entendez. Parfaitement. Alors, c'est formidable. Tout d'abord, merci et je vous félicite pour votre présidence ainsi que pour les propos que vous venez de tenir. Mesdames et Messieurs les membres des assemblées législatives des régions d'Europe, je tiens à vous saluer. Croyez bien que c'est un réel plaisir de pouvoir partager avec vous la réflexion que vous menez sur la place des régions et des assemblées régionales dans les politiques de l'Union européenne et sur le rôle éminent d'ailleurs que pourraient jouer les parlements régionaux dans l'évolution positive de l'Union européenne. Certains d'entre vous le savent, après avoir été Premier ministre de Belgique et avoir participé à une vingtaine de sommets européens, j'ai pu observer la force, mais aussi les faiblesses des réunions entre chefs d'État et de gouvernement. Et en tant qu'actuel ministre-président de la Wallonie et membre, comme l'a dit M. Marcourt, du Comité des régions d'Europe, je mesure plus que jamais les richesses que représentent les régions, en particulier les régions à pouvoir législatif. Mesdames, Messieurs, à la veille du 65e anniversaire du traité de Rome, l'Union européenne est à nouveau face à de grands défis. Or, depuis 65 ans, l'Union a connu un grand nombre de moments charnières. Certaines décisions ont permis d'avancer ensemble en Europe. D'autres décisions, en revanche, ont intensifié les inégalités. Aujourd'hui, les défis auxquels l'Union doit faire face sont colossaux. Nous sommes au cœur d'une crise sanitaire exceptionnelle qui bouleverse la vie de nos concitoyens, de nos entreprises. Et nous devons aussi, en même temps, dans le même temps, réussir la transition environnementale et le basculement vers l'économie numérique. Comme si tout cela ne suffisait pas, nous devons encore gérer les importantes tensions intra-européennes autour de l'immigration, l'état de droit, les questions de pénurie et d'autonomie stratégique et militaire, ainsi que la menace d'un conflit en Ukraine. Ma conviction est que l'Union européenne, si elle veut réussir sa relance économique, sociale, écologique, ne peut pas négliger ces régions. Les fonctions régaliennes, d'une manière générale, sont habituellement assumées par les États centraux. Mais l'exercice des sommets européens à 27, et je les ai vécus, montre les limites de ce processus. Et le travail triangulaire entre le Conseil, la Commission, le Parlement européen est un mécanisme fort éloigné des citoyens et, reconnaissons-le, totalement incompris par la population. Or, pas besoin de le rappeler, les règlements, les directives influencent de manière déterminante la vie quotidienne de nos concitoyens. Et les régions présentent cet avantage de mieux connaître les besoins essentiels des citoyens, de mieux épouser ces besoins et faire en sorte d'y répondre. Les régions sont plus proches des réalités vécues par leurs citoyens. Bien souvent, les sommets entre chefs d'État et de gouvernement sont bridés par la recherche du plus petit commun dénominateur. J'en sais quelque chose. Or, ce dont ont besoin les peuples d'Europe, ce sont des politiques efficaces et pragmatiques, des politiques transparentes, comprises, des politiques porteuses de prospérité. Les régions d'Europe peuvent très largement contribuer à mettre sur pied ces politiques.
Les régions parviennent d'ailleurs plus facilement que les États à nouer des relations chaleureuses entre elles. J'en ai l'expérience au comité des régions. Au-delà des appartenances nationales et des partis, des formations politiques, ce qui lie les régions, ce sont bien sûr des réalités comparables et des aspirations analogues. Mesdames, Messieurs, chers collègues, alors que le cadre européen influence fortement l'action des autorités régionales, les régions sont trop indirectement associées aux décisions. Je ne demande pas une association pour toutes les décisions de l'Union. Je pars du principe que les mécanismes actuels sont suffisamment complexes. Mais il serait de grande utilité d'associer effectivement à minima les régions, et en tout cas les régions à pouvoir législatif, lors des débats budgétaires. Ça me paraît essentiel car on a une vue complète de ce que l'on fait au sein de l'Union et également du semestre européen qui a une influence déterminante sur les réformes à procéder et, reconnaissons-le, ce sont des réformes que la Commission estime que les États membres doivent réaliser. Je donnerai deux exemples. Depuis 2 ans, ma région, la Wallonie, est aux avant-postes de la lutte contre la pandémie de la Covid. Elle exerce en effet d'importantes compétences en termes de santé, de protection sociale et de soutien à l'économie. Et cela en toute autonomie, sans pouvoir hiérarchique de l'État fédéral. C'est une des caractéristiques de la Belgique fédérale, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les gouvernements régionaux et le Parlement fédéral n'a pas de pouvoir hiérarchique, sauf dans certaines conditions, sur les parlements régionaux, enfin le Parlement wallon. Par ailleurs, cet été, la Wallonie, comme d'autres régions voisines, a dû faire face à des inondations meurtrières jamais connues. Ces inondations ont dévasté une large partie du territoire wallon, privé des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens de leur habitation, détruit de nombreuses infrastructures et outils économiques. Les moyens financiers nécessaires pour la reconstruction se chiffrent en milliards d'euros. Et la gestion de cette crise, bien entendu, pèse lourdement sur les finances publiques. La Wallonie n'est d'ailleurs pas la seule région en Europe à avoir dû ouvrir son portefeuille pour éviter, avec la crise de la Covid, des effets systémiques catastrophiques. Dans ce contexte, il serait totalement injuste qu'une politique d'austérité soit à nouveau la ligne de conduite de l'Union lorsque la clause dérogatoire du pacte pour la stabilité et la croissance sera levée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la Wallonie, comme les autres régions d'Europe, est résolument engagée dans la transition climatique et la poursuite de la transition numérique. Des financements importants, tant publics que privés, sont indispensables pour assumer cette double transition. La Commission européenne a cité le chiffre de 650 milliards d'euros nécessaires d'ici 2030 pour assumer ces transitions. Je trouverais légitime que les régions qui sont concernées au premier chef aient davantage voix au chapitre au niveau européen. C'est en tout cas le message que je porte en ce qui concerne la Wallonie. D'une certaine manière, la spécificité constitutionnelle de la Belgique fédérale m'y autorise peut-être plus que d'autres. En Belgique, en effet, et ce depuis le traité de Maastricht, les ministres régionaux sont habilités à représenter la Belgique et les autres régions à la table de certains conseils européens des ministres sectoriels. À l'heure actuelle, par exemple, c'est la ministre de l'Environnement de mon propre gouvernement qui siège au nom de la Belgique et des autres régions
au sein du Conseil environnement. Votre nouveau président, Jean-Claude Marcourt, a exercé cette fonction, et il pourrait en parler, tour à tour comme ministre de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur ou encore de l'industrie. Et il a d'ailleurs présidé les conseils informels lors de la présidence belge en 2010. Et j'aurai vraisemblablement, à titre personnel, la responsabilité des réunions des ministres de la politique de cohésion lors de la prochaine présidence belge en 2024. Mais il faudrait que d'autres États membres s'organisent en leur sein de manière à réellement infléchir les processus européens par les visions régionales. J'ai à ce titre, et à titre d'exemple, le souvenir du débat sur la mise en œuvre des règles comptables qu'on appelle les règles SEC 2010. Le gouvernement wallon de l'époque a fortement dénoncé les modalités de cette comptabilisation européenne parce qu'on prenait en compte les investissements sans les amortir. La comptabilité européenne SEC, en réalité, a gravement altéré les politiques d'investissement public des pouvoirs régionaux et locaux. Notre participation directe au Conseil, à l'époque, nous avait permis d'exprimer notre préoccupation. Mais nous nous sommes retrouvés seuls. En fait, nous représentions la Belgique, mais nous avons été les seuls à contester, à protester et à porter la position au niveau du Conseil. Comme vous pouvez l'imaginer, la Commission européenne n'a pas manqué de relever que nous étions isolés, malgré d'ailleurs que le Comité des régions en avait fait le constat dans un de ses avis grâce à l'apport des régions et des pouvoirs locaux. Aujourd'hui, 12 ans après, on entend fort heureusement au sein de la Commission qu'il faudrait peut-être revoir les modalités de prise en considération des investissements dans la comptabilité SEC et aussi dans l'appréciation des déficits annuels de chaque État membre. Ces aspects, chers collègues, ces aspects sont absolument fondamentaux pour le proche avenir. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, devant l'ampleur non anticipée de la crise sanitaire, d'ailleurs on n'aurait pas pu l'anticiper, l'Union européenne a eu un réflexe salvateur. Et l'Union européenne a desserré temporairement le carcan du pacte de stabilité et de croissance. Elle a aussi très bien fait en mettant en place un plan de relance de 750 milliards d'euros basé sur un endettement commun. Sans cette décision inédite, le paysage économique et le tissu industriel de l'Union auraient été profondément déstructurés pour longtemps. Néanmoins, cette crise a fait apparaître de graves lacunes que les aides financières massives seules ne peuvent masquer. L'Union européenne s'est forgée sur un certain nombre de règles communes, souvent dictées par les seuls intérêts économiques. Et le cadre de gouvernance économique produit des effets majeurs sur l'ensemble des niveaux de gouvernement et plus particulièrement sur les gouvernements locaux et régionaux. Et au sein de l'Europe, je dois rappeler que les institutions régionales et locales pèsent très lourdement. Ces institutions sont responsables de près du tiers des dépenses publiques et de plus de la moitié de l'investissement public de l'Union, avec bien entendu des variations entre les États membres. C'est une réalité que la Commission européenne fait semblant d'ignorer trop souvent. Son cadre de gouvernance économique est en partie responsable de la forte chute des investissements publics qui a eu lieu après la crise financière de 2008. Entre 2009 et 2018, l'investissement public dans son ensemble a baissé de 20% au sein de l'Union européenne. Et l'investissement réalisé par les autorités locales et régionales a de son côté baissé de 25% et de 40% et voire plus
dans certains États membres parmi les plus touchés par la crise. Ce désinvestissement est absolument dramatique pour nous tous et pour les futures générations. Et je le répète encore une fois, il faut changer les modalités de comptabilité sec et il faut modifier des clauses du pacte. Certains de ces investissements auront un rendement économique incertain, notamment dans le domaine de la transition écologique, s'inscriront dans une temporalité qui est longue. Le privé ne pourra pas tout faire, c'est une évidence. Et donc une forte implication du secteur public à travers l'investissement public ou le soutien à l'investissement privé est donc nécessaire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président, bien évidemment, des règles communes sont nécessaires entre des pays qui partagent une même monnaie. Je parle ici de l'eurozone. Ces règles doivent certes permettre de maîtriser l'endettement, mais sans tuer la croissance ni paralyser l'investissement. Ce sont là, pour moi, les conditions de notre prospérité future. À mon sens, le cadre budgétaire européen doit donc être réformé significativement pour autoriser une plus grande flexibilité et les régions doivent y être associées car les régions apporteront des éléments extrêmement positifs. Les trajectoires budgétaires doivent être davantage adaptées aux réalités nationales et donc aux réalités régionales, garantissant la marge budgétaire nécessaire à l'investissement. Le futur cadre budgétaire doit également être pensé comme un outil stratégique. L'économie européenne n'a toujours pas retrouvé son niveau d'investissement public de 2007. Ceci contribue au retard de l'Union européenne dans un grand nombre de secteurs clés. Je pense à l'industrie, à la biotech, le numérique et j'en passe. Nous ne pouvons pas, d'un côté, doter l'Union européenne de plans ambitieux tels que le pacte vert et, de l'autre, nous priver de tout moyen pour concrétiser nos ambitions dans les autres domaines. C'est cette absence de cohérence de la politique européenne actuelle qui apparaît ici. Il y a donc urgence à ce que les politiques qui touchent directement les citoyens, les politiques fiscales, sociales, en matière de santé, fassent l'objet d'une harmonisation vers le haut. Et pour cela, l'Union européenne tirerait grand profit de la grande expertise dont font preuve les régions. Il faut que ces politiques s'exercent dans une approche cohérente. J'ai à l'esprit cet exemple du travailleur roumain. J'ai pris un exemple du travailleur roumain avec tout le respect, et je me rendrai en Roumanie prochainement, que j'ai pour la Roumanie et pour les Roumains. L'exemple du travailleur roumain qui, au lieu de gagner 600 € chez lui, vient en France ou en Belgique pour en gagner 1200. Un emploi dont le Belge ou le Français ne veut plus. En Roumanie, il est remplacé par un travailleur asiatique, trop content de gagner 600 €. Si cela se trouve, l'entreprise qui emploie en Roumanie est belge ou française. À part l'entreprise en question, il n'y a aucun gagnant dans ce schéma. Un schéma qui détermine pourtant les politiques sociales, migratoires et industrielles de l'Union. La convergence des politiques me paraît fondamentale, mais elle ne sera réellement efficace que si l'on met également en œuvre une révision de la structure institutionnelle de l'Union en y intégrant pleinement les régions. Mesdames, Messieurs, le traité de Maastricht a créé des comités des régions dont nombre d'entre nous sommes membres. Ce comité prend en considération des réalités régionales et locales. Les États ayant la faculté, pour ceux qui le concernent, de définir le type et le niveau de représentation. Là, une synergie renforcée entre le cadre, entre votre organisation et le comité des régions serait, je pense, un atout supplémentaire pour faire jouer un rôle significatif aux régions.
En conclusion, et j'en termine, chers et chers collègues, il est dans l'intérêt de l'Union que ces régions soient davantage associées aux différents processus, et notamment en matière de finances publiques. Tel est en substance, Monsieur le Président, le sens de mon message aujourd'hui, et je vous remercie et vous souhaite bon vent et grand succès pour votre organisation. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Vice-président, pour votre intervention et je vous souhaite un prompt rétablissement puisque si vous ne savez pas nous rejoindre physiquement aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu un petit incident de vie privée. Je me suis fracturé la rotule gauche, mais ça va mieux. Merci infiniment. Chers collègues, je vous souhaite une excellente journée.